La voix de mon fils a traversé le couloir comme une lame, je n'étais pas encore levée. Il était 7 heures du matin, un mardi, et je venais juste d'ouvrir les yeux quand j'ai entendu ces mots pas criés. Non, c'était pire que ça, prononcé d'une voix froide, presque lasse, comme si c'était une évidence qu'il répétait pour la 100e fois. « Tu prends trop de place dans cette maison. On ne peut plus vivre normalement à cause de toi. » J'ai regardé le plafond. Je n'ai pas bougé. Pendant plusieurs secondes, je suis restée allongée, les mains posées à plat sur les draps, à écouter le silence qui avait suivi. Dehors, un pigeon marchait sur le rebord de la fenêtre. La vie continuait. La mienne, je n'en étais plus très sûre. Je m'appelle Henriette. J'ai 64 ans. J'ai travaillé 38 ans comme technicienne de laboratoire dans un hôpital public. J'ai élevé 2 enfants seuls après le départ de leur père, quand ils avaient 7 et 9 ans. J'ai payé des loyers, des courses, des cartables, des voyages scolaires, des fêtes d'anniversaire, des soins dentaires, des lunettes, des nuits de garde quand ils étaient malades. Je n'ai jamais compté. Je n'ai jamais rien demandé en retour. Ce n'était pas un calcul, c'était simplement ma vie. Et ce matin-là, mon fils de 37 ans m'a dit que je prenais trop de place. Voilà comment j'en étais arrivée là. Après ma retraite, il y a 3 ans, j'avais vendu mon appartement à Rouen. Les charges devenaient lourdes, j'étais seule, et mon fils Raphaël, je l'appellerai ainsi pour cette histoire, m'avait proposé de venir vivre avec lui et sa femme à Nantes. Ils avaient une grande maison, une chambre libre. Et Raphaël m'avait dit, les yeux dans les yeux, « Maman, ce serait bien de t'avoir près de nous, les enfants t'adorent. » J'avais hésité. Longtemps, mes amis me disaient de faire attention. « Les belles promesses, ça dure ce que ça dure », m'avait dit Gisèle un soir au téléphone. Mais je m'étais dit que c'était mon fils, qu'on n'était pas ces gens-là, que nous, on avait toujours su se parler. J'avais donc vendu mes meubles, ceux qui ne rentraient pas emballer mes affaires, et je m'étais installée dans leur chambre du fond, celle qui donne sur le jardin. Une belle chambre. Je m'étais dit, ça va bien se passer. Les premiers mois avaient été doux, je m'occupais des petits quand ils rentraient de l'école, je préparais le dîner 3 ou 4 soirs par semaine, je faisais les courses le jeudi, je donnais un coup de main pour le repassage. Et parce que je ne voulais pas être un poids, ce mot, déjà me revenait, je participais aux charges de la maison. 350 € par mois, on avait convenu ça ensemble. C'était raisonnable, même si avec ma pension de 1100 €, ça commençait à compter. Mais les mois avaient passé. Et quelque chose avait changé. Je ne saurais pas dire exactement quand. Ce n'est jamais une seule chose avec ces histoires-là. C'est une accumulation, une remarque par-ci, un soupir par-là, un dîner où personne ne me pose une question de toute la soirée. La belle-fille qui ne me dit plus bonjour en entrant dans la cuisine. Raphaël qui prend les décisions de la maison sans m'en parler, alors qu'elles me concernent aussi. La fois où j'avais proposé d'emmener les enfants au parc le mercredi, et où elle avait répondu sans le regarder, en tapant sur son téléphone, « Non, ça va, on gère. » Petit à petit, j'avais commencé à rétrécir. Je mangeais de plus en plus souvent seule dans ma chambre. Je sortais moins pour ne pas gêner. Je parlais moins pour ne pas irriter. Et pourtant, plus je me faisais petite, plus j'avais l'impression qu'on me trouvait encore trop grande. La chose de la voiture m'avait fait comprendre où on en était. Un soir de novembre, il faisait déjà nuit à 10 à 8 heures, j'avais demandé à Raphaël de me déposer à la pharmacie. 5 minutes de trajet. J'avais une ordonnance pour ma tension, je n'avais plus de médicaments depuis 2 jours. Il m'avait répondu, sans lever les yeux de l'écran, « Je suis fatiguée, maman, tu ne peux pas y aller à pied ?» Il y avait 4 kilomètres. Et il pleuvait. Je n'avais rien dit. J'avais mis mon manteau, pris mon parapluie, et j'y étais allée à pied. À mon retour, trempée jusqu'aux genoux, j'avais trouvé Raphaël installé dans le canapé avec un verre de vin, en train de regarder une série. Il m'avait regardé entrer, avait vu mon état et avait dit « Oh là, tu aurais pu appeler un taxi ?» Je m'étais dit « D'accord, je comprends maintenant. » Ce soir-là, j'avais appelé ma fille, elle vit à Lyon, on se voit peu mais on se parle souvent et je lui avais raconté. Elle m'avait écouté sans m'interrompre et à la fin, elle avait dit « Maman, tu mérites mieux que ça. » C'était simple, c'était vrai, et pourtant ça m'avait mise en larmes, parce que personne d'autre ne me l'avait dit depuis longtemps. Le mardi de la phrase, celui du plafond, du pigeon, des mots comme une lame, voilà ce qui s'était passé la veille. Mon petit-fils de 8 ans, Théodore, était rentré de l'école avec un dessin qu'il m'avait tendu fièrement. « C'est toi, mamie ?» Il m'avait dessiné dans la cuisine, avec un tablier et une grande cuillère. J'avais ri,
Je l'avais serré dans mes bras et j'avais accroché son dessin sur le réfrigérateur avec un aimant. Le soir, ma belle-fille, je l'appellerais Nadia, avait enlevé le dessin sans rien dire et l'avait posé sur le plan de travail. Juste comme ça. Comme on range une chose qui n'est pas à sa place. J'avais attendu que les enfants soient couchés, puis j'avais demandé, calmement, pourquoi elle avait retiré le dessin. Elle m'avait répondu que le réfrigérateur n'était pas un panneau d'affichage, et que ça faisait désordre. Raphaël était dans la pièce. Il n'avait rien dit. J'étais allée me coucher, et le lendemain matin, à 7 heures, c'est lui qui était venu dans le couloir devant ma porte, pas pour s'excuser, non pour me dire que je prenais trop de place. Que depuis que j'étais là, il y avait une tension constante dans la maison, qu'il avait besoin que ça change. Je l'ai écouté, jusqu'au bout, sans l'interrompre. Quand il a eu fini, j'ai dit « D'accord, Raphaël, 2 mots. » C'est tout. Il s'attendait peu être à autre chose. Une dispute, des larmes, des explications. Je lui ai donné 2 mots, et j'ai doucement refermé ma porte. Je me suis assise sur mon lit. Pendant 1 heure, je n'ai pas bougé. Et dans cette heure-là, quelque chose s'est passé en moi, quelque chose de calme, d'étrange, presque de reposant. Comme quand on attend une douleur depuis longtemps et qu'elle finit par arriver et qu'on se rend compte qu'on peut la supporter. J'avais compris, dans ce couloir, que mon fils n'avait pas besoin que ça change. Il avait besoin que je parte. Et pour la première fois depuis 3 ans, j'ai décidé de lui donner ce qu'il voulait. Je n'ai pas agi dans l'urgence. C'est important de le dire. Je ne suis pas quelqu'un d'impulsif. J'ai pris 4 jours. Pendant ces 4 jours, j'ai continué à faire le dîner, à emmener les petits à l'école, à sourire le matin. Personne n'a rien vu. Ou peut être que si, et que ça leur convenait de ne rien voir. Pendant ces 4 jours, j'ai appelé une agence immobilière à Nantes pour louer un appartement. On m'a proposé un 2 pièces quartier Zola 52 mètres carrés, lumineux, avec un balcon et du parquet. Loyer, 740 € charges comprises. Avec ma pension, c'était serré mais faisable, surtout si j'arrêtais de verser les 350 € mensuels à la maison de mon fils. Pendant ces 4 jours, j'ai contacté ma banque pour vérifier un point essentiel. Le compte joint que j'avais ouvert avec Raphaël à sa demande, pour simplifier les transferts, et sur lequel je versais régulièrement de l'argent pour les courses, pour l'électricité, pour les imprévus. J'ai demandé à clôturer ce compte. On m'a dit qu'il fallait la signature des 2 parties. J'ai pris un rendez-vous à l'agence. Et pendant ces 4 jours, j'ai trié mes affaires. Pas dans la précipitation avec méthode. J'ai fait plusieurs cartons. J'ai mis de côté ce qui m'appartenait. J'ai noté ce que j'avais prêté, la table de jardin, le service de vaisselle de ma mère, la machine à coudre pour en parler le moment venu. Le vendredi matin, j'ai annoncé à Raphaël que j'avais trouvé un appartement et que je partirais le dimanche. Il m'a regardé comme si je lui avais dit quelque chose en chinois. « Comment ça, dimanche ?»« Dimanche. Dans 2 jours. » « Mais tu n'aurais pas pu en parler avant ?» J'avais failli sourire. « Tu m'as dit que tu avais besoin que ça change. » « Ça va changer. » Il est resté sans voix, et j'ai vu sur son visage quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps, de l'inquiétude. Pas pour moi ça, je l'aurais reconnu. C'était une inquiétude différente, plus pratique, plus immédiate. Qui allait chercher les enfants à l'école? Je suis partie le dimanche à 14 heures. Ma fille avait fait le trajet depuis Lyon pour m'aider. Elle était arrivée la veille au soir, elle avait dormi chez moi, et le dimanche matin, on avait bu un café ensemble dans ma chambre, assise sur le lit au milieu des cartons, et on avait parlé, vraiment parlé comme on ne l'avait pas fait depuis des années. Elle m'a demandé si j'avais peur. J'ai réfléchi honnêtement. Non, j'ai dit. Je suis soulagée. Elle a posé sa tête sur mon épaule. On est resté comme ça un moment, sans rien dire. Les déménageurs, 2 jeunes gens très efficaces, ont tout chargé en 2 heures. Raphaël était dans son bureau. Nadia n'était pas là, elle avait prévu une sortie ce dimanche-là. Les petits étaient chez leurs amis. J'aurais aimé les embrasser avant de partir, mais je me suis dit qu'on se reverrait. Les enfants, on les retrouve toujours. Avant de fermer ma valise, j'ai récupéré la table de jardin qui était dans la remise, elle était à moi, j'avais la facture. J'ai repris le service de vaisselle de ma mère, soigneusement emballé dans du papier journal, et la machine à coudre. Raphaël est sorti de son bureau quand les déménageurs ont commencé à charger le camion. Il m'a regardé prendre mes affaires sans rien dire. Quand la machine à coudre a passé la porte, il a dit « C'était pas à toi, ça ?»« Si. » Il n'a pas insisté. Au moment de partir, on s'est regardé dans l'entrée. Il y avait tant de choses à dire que ni l'un ni l'autre ne savait par où commencer. Finalement, il a dit « T'as pas besoin de faire ça, maman.
J'ai répondu. Si, Raphaël, j'en ai besoin. Et je suis sortie. Mon nouvel appartement sentait la peinture fraîche et le bois chaud. Le parquet craquait un peu près de la fenêtre. Le balcon donnait sur une rue calme avec un platane. C'était petit. C'était propre. C'était à moi. Le premier soir, j'ai mangé une omelette aux champignons que j'avais préparée dans ma nouvelle cuisine, trop petite mais bien équipée, et je l'ai mangée debout, appuyée contre le plan de travail, parce que ma table n'était pas encore montée. Et j'ai pensé, c'est la meilleure omelette que j'ai mangée depuis 3 ans. Ce n'était pas de la colère, c'était autre chose, une sorte de légèreté un peu incrédule, comme quand on pose un sac très lourd qu'on portait depuis si longtemps qu'on avait oublié son poids. Les jours suivants, j'ai réappris à vivre à mon rythme. Je me levais à l'heure qui me convenait, je regardais les émissions que j'aimais, je laissais la radio allumée le matin. Je ne marchais plus sur la pointe des pieds dans mon propre couloir. Une semaine après mon départ, j'ai reçu un message de Raphaël. « Cours, comment tu vas ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. Pas par rancœur, je n'étais pas en colère. Vraiment. Mais parce que je voulais répondre honnêtement, et il me fallait un peu de temps pour savoir ce que je ressentais vraiment. 2 jours plus tard, j'ai écrit « Je vais bien. Je suis bien installée. » Il a mis 3 jours à répondre. « On peut se voir ?» J'ai dit que j'avais besoin d'un peu de temps. Ce que je ne savais pas encore, c'est ce qui se passait de leur côté depuis mon départ. C'est ma fille qui me l'a raconté, 1 semaine plus tard. Elle avait parlé à Raphaël au téléphone. Sans moi, la logistique de la maison s'était effondrée. Nadia travaillait à mi-temps dans un cabinet d'assurance, de 13h à 10 à 9h. Raphaël terminait rarement avant 10 à 8h30. Les enfants sortaient de l'école à 16h30. Pendant 3 ans, c'était moi qui les récupérais, qui les aidais à faire leurs devoirs, qui préparait le goûter et souvent le dîner. Je n'avais jamais calculé combien d'heures ça représentait par semaine. Je le faisais parce que j'aimais ça, parce que ça me donnait l'impression d'être utile, parce que c'était mes petits-enfants. Maintenant, il fallait payer une assistante maternelle 130 € par semaine, plus les livraisons de repas 3 soirs sur 5, parce que personne n'avait le temps de cuisiner, plus le pressing pour le linge, que je gérais avant. En faisant le calcul, ma fille l'avait fait, et les comptables, ce que j'apportais à la maison valait bien plus que les 350 € que je versais chaque mois. Et c'est à ce moment-là que Raphaël avait compris. Pas les mots qu'il m'avait dit dans le couloir, pas la table de jardin, pas les années seules sous la pluie à aller chercher mes médicaments. Non. Ce qu'il avait fait comprendre, c'était une facture de nounou et une application de livraison de repas. Je ne lui en veux pas. C'est triste à dire, mais parfois les gens comprennent les choses par le prix qu'elles ont quand elles disparaissent. Il est venu me voir un samedi, seul. Sans prévenir, il avait sonné, j'avais vu son nom sur l'interphone et j'avais hésité 1 seconde avant d'appuyer sur le bouton. Il est entré dans mon appartement, a regardé autour de lui. J'avais tout rangé, tout installé. J'avais même accroché quelques tableaux que j'aimais et que je n'avais pas pu mettre chez lui parce que ça ne s'accordait pas avec la déco. Il a regardé l'aquarelle au-dessus du canapé, un port breton que j'avais acheté à une brocante, il y a 20 ans, et il a dit « Elle est belle, cette peinture. » Je sais. On s'est assis. Je lui ai fait un café. On n'a pas parlé tout de suite, il y avait trop de choses entre nous et aucun de nous deux ne savait par quelle porte entrer. C'est lui qui a commencé. Il m'a dit qu'il était désolé. Pas les yeux dans les yeux, au départ, il regardait sa tasse, mais les mots étaient là et ils étaient vrais. Je le connais depuis qu'il est né. Je sais quand il dit quelque chose qu'il pense. Il m'a dit qu'il ne s'était pas rendu compte, que les dernières années avaient été compliquées, des problèmes au travail, des tensions avec Nadia, des soucis financiers qu'il n'avait pas voulu me dire, que tout ça s'était accumulé et qu'il avait reporté sur moi une frustration qui n'était pas contre moi. Je l'ai écouté, sans l'interrompre, comme lui n'avait pas su le faire. Quand il a eu fini, j'ai dit « Je t'entends, Raphaël, et je sais que tu traverses une période difficile, mais ce que tu m'as dit ce matin-là, dans le couloir, ça ne s'efface pas d'un café et d'une explication. » Il a hoché la tête. « Je sais, ce n'est pas de la rancœur. Je ne suis pas en colère contre toi, mais j'ai mis du temps à comprendre que je méritais d'être quelque part où je me sente chez moi. Et là, c'est ici. » Il a regardé l'aquarelle encore une fois. Puis, il m'a regardé. « Tu es bien ici ?»« Je suis bien. » Il est resté encore 1 heure. On a parlé des petits, de son travail, un peu de tout et de rien. En partant, il m'a embrassé, vraiment embrassé. Pas le bisou rapide du dimanche soir avant que je remonte dans ma chambre. Et dans le couloir de mon immeuble, il m'a dit « Je suis fière de toi, maman. » Je n'ai pas répondu. J'avais la gorge serrée. Mais après avoir refermé la porte,
Je me suis appuyée contre le mur et je me suis laissée pleurer un peu, pas de tristesse. De quelque chose de plus compliqué que ça, ce mélange d'amour et de douleur et de soulagement qui n'a pas vraiment de nom. Aujourd'hui, les choses ne sont pas revenues comme avant, je ne crois pas qu'elles reviendront. Et je commence à penser que c'est peu. Être bien ainsi. Je vois mes petits-enfants, le mercredi après-midi, on a pris cette habitude, et je la chéris. Je les emmène au marché, au parc, à la bibliothèque municipale où il y a 1 heure du compte le premier mercredi du mois. Je suis leur grand-mère, on rit pleinement, sans être leur garde-robe, leur cuisinière et leur gardienne à temps plein. Avec Raphaël, on se retrouve pour déjeuner de temps en temps. C'est différent de ce qu'on avait. Plus honnête, être, plus équilibré. On ne fait plus semblant que tout va bien. Et paradoxalement, ça nous rapproche. Nadia et moi, c'est plus lent. Elle a du mal à me regarder en face depuis mon départ. Je ne lui en veux pas. Il y a des choses qu'on a dites ou laissées dire et qui prennent du temps à digérer. Le pardon, j'y crois, mais je crois aussi qu'il doit se construire sur quelque chose de réel, pas juste sur le besoin que ça soit oublié. Et moi, j'ai repris des choses que j'avais abandonnées sans m'en rendre compte. Je lis le soir. J'ai retrouvé une voisine de palier avec qui je prends un café le jeudi matin. J'ai recommencé à marcher pas par obligation, pas pour aller chercher des médicaments sous la pluie, mais parce que j'aime ça, parce que le quartier est beau le matin et que les platanes sont en train de bourgeonner. Il y a un truc que ma mère m'avait dit. Quand j'étais jeune, elle avait eu une vie difficile, ma mère, et elle avait cette façon de dire les choses simplement qui m'avait toujours impressionnée. Elle m'avait dit « Le jour où tu arrêtes d'avoir peur de prendre de la place, tu commences vraiment à exister. » J'avais mis 64 ans à comprendre ça vraiment. Je ne suis pas un poids. Je ne l'ai jamais été. J'étais une femme qui avait oublié qu'elle avait le droit de l'occuper, cette place. Qui s'était tellement habituée à se faire petite pour que les autres soient à l'aise qu'elle en avait oublié la taille réelle de sa propre vie. Ce mardi matin de novembre, quand mon fils a dit ces mots dans le couloir, quelque chose s'est brisé. Mais ce qui s'est brisé, ce n'était pas moi. C'était l'idée que je me faisais de ma place dans le monde une idée trop étroite, trop silencieuse, trop accommodante. Ce qui a suivi, c'était moi qui me redevenais. Et si c'est ça, prendre de la place, alors oui, j'en prends. Avec mon aquarelle sur le mur, mon parquet qui craque, ma radio le matin, mon omelette debout dans ma petite cuisine. J'en prends et je n'en demande pardon à personne. Il y a une chose que j'ai mise du temps à comprendre et que cette histoire m'a apprise de façon définitive. Les conséquences de nos actes ne frappent jamais à la porte en s'annonçant. Elles arrivent silencieusement, sous forme de factures, de matins sans personne pour faire le café, de devoirs d'enfants que personne ne regarde plus. Raphaël n'était pas un mauvais fils. Je tiens à le dire, parce que ce serait trop simple de conclure ainsi. Il était un homme fatigué qui avait confondu la disponibilité d'une mère avec un droit acquis. C'est une erreur humaine, très commune, et elle ne rend pas les gens mauvais, elle les rend aveugles. L'aveuglement, ça se soigne. Mais ça demande un choc. Ce choc, je ne le lui ai pas infligé par vengeance. Je ne suis pas partie pour lui donner une leçon. Je suis partie parce que j'avais enfin compris que rester à un endroit où l'on vous dit que vous prenez trop de place, c'est accepter que cette phrase soit vraie. Et cette phrase n'était pas vraie. Elle ne l'avait jamais été. C'est là que le courage entre en jeu, non pas le courage spectaculaire qu'on voit dans les films, celui des grandes déclarations et des portes claquées, mais le courage discret de se lever un matin, de trier ses affaires avec méthode et de partir sans drame. Le vrai courage, j'ai mis 64 ans à le rencontrer. Il ressemble à une valise bien fermée et à une omelette mangée debout dans une petite cuisine qui est la sienne. La sagesse que je tire de tout ça n'a rien d'abstrait. Elle est très concrète. Quand on efface ses propres besoins pour que les autres soient à l'aise, on ne crée pas de la paix, on crée de l'invisibilité. Et les gens finissent par ne plus vous voir du tout. Ce n'est pas leur faute entière. C'est aussi la nôtre, pour leur avoir appris qu'on pouvait être traversé comme une pièce vide. Ce que Raphaël a compris en voyant cette première facture de garde d'enfant, c'est quelque chose que l'intelligence seule ne suffit pas à saisir. Il faut l'expérience de l'absence. Il faut le manque. C'est une leçon que la vie enseigne avec une précision redoutable. Elle vous donne exactement ce que vous avez réclamé, et elle vous laisse en mesurer le coût. Moi, j'ai appris autre chose. J'ai appris qu'on peut aimer quelqu'un profondément et refuser quand même de se laisser réduire par lui. Que l'amour maternel n'est pas une raison de disparaître. Que ma valeur ne se mesure pas en heures de garde ou en repas préparés, même si tout ça comptait, même si tout ça avait un prix que personne n'avait daigné calculer avant que je parte. Je ne suis pas un poids. Je ne l'ai jamais été. J'étais une femme qui avait oublié, pendant trop longtemps, qu'elle avait le droit d'exister à voix haute.
Mon aquarelle est accrochée au mur. Mon parquet craque. Ma radio joue le matin. Et je suis, enfin, chez moi.